Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en présence d'un artiste, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot qui me vient. Là, quand je le regarde à travers l'écran, non seulement c'est à mes yeux un artiste, mais c'est un être vivant. Alors je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter, mais en tout cas, voilà, je vais déjà vous dire son nom. Il s'appelle Jörg Pfeiffer, si je prononce bien votre nom de famille, j'espère. Ça va. Ça va, d'accord. Donc, Jörg Pfeiffer, j'ai eu le bonheur, la chance d'en entendre parler pour la première fois par le biais de Saverio Tomasella, avec qui j'ai eu la chance de coécrire un livre qui s'appelle Êtes-vous ultra sensible? Et il m'avait parlé de Jörg et de sa splendide sensibilité, et il m'avait présenté une chanson que vous avez écrite, Jörg, et qu'on a décidé de rentrer dans le livre parce qu'elle nous semblait représenter tellement bien la sensibilité, la beauté, bref. Et c'est donc par vos écrits que je vous ai rencontré, et après j'ai eu la chance aussi de voir le spectacle que vous aviez tourné, ou que vous aviez fait plutôt à un salon surdouessance. Et puis, on est rentré en contact via Facebook, et grâce à votre immense générosité, en plus, j'ai eu la chance de découvrir votre livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes », qui est juste une pure merveille et que je vous recommande vivement. Donc, je vais cesser de parler, je vais passer la parole à Jörg pour que vous puissiez vous présenter, nous raconter un petit peu qui êtes-vous, ô extraterrestre terrestre, être vivant, très vivant et humain par-dessus tout. Donc, merci d'être avec nous, Jörg, aujourd'hui sur la chaîne Les Super Sensibles. Bonjour, enchanté. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, vous devez dire, vous ne devez rien dire, juste est-ce que vous avez envie de partager avec nous tous un petit peu qui vous êtes? Parce que parfois on expose ces lettres de noblesse et on dit voilà, j'ai fait telles études et telles choses. C'est plutôt vous, à votre façon, qui est Jörg à votre manière de l'exprimer avec vos paroles, avec votre sensibilité? Ah, voilà une question qui est très déstabilisante. J'en ai aucune idée de ce que je suis. J'aime faire des choses. Je dirais que j'aime. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme un artiste. J'ai un mal fou, moi, à me mettre cette étiquette-là, de la même manière que je me mets pas non plus l'étiquette auteur, ni musicien, ni chanteur, ni etc. J'adore écrire, j'adore faire de la musique, j'adore jouer de la musique, etc., etc. Chanter, mais je déteste toutes les étiquettes. C'est pour ça que, alors socialement, je fais un petit peu des efforts. Lorsque je rencontre des gens, j'essaye de rentrer un tout petit peu dans les cases de ce que on attend de moi. Et la plupart du temps, lorsque j'ai pas beaucoup de temps, je dis que je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, comme ça, au moins, ça me met dans une case et les gens sont rassurés. Mais moi, ça m'angoisse terriblement. Et ce que je suis, je pense fondamentalement que nous sommes tous une présence, fondamentalement une présence, et que toutes les étiquettes sont des choses qui vont, la plupart du temps, sont des masques, sont des personnages, sont des choses qui vont retirer en nous de la présence, mais qui socialement sont obligatoires. Donc aujourd'hui, je vais être un auteur, un compositeur et un interprète. Bonjour à tous. Merci, c'est juste magnifique et très inspirant. Et ça me parle à un niveau profond, cette idée de l'urticaire aux étiquettes qui sont enfermantes, contraignantes. Est-ce que pour vous, dans votre parcours, c'est quelque chose que vous avez subi en quelque sorte, l'étiquetage? Est-ce que vous, de par votre manière d'être au monde, d'exister, est-ce qu'on a voulu vous classer, vous mettre dans des petites boîtes, ou plutôt avec votre liberté, vous avez été incasable? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours avec les étiquettes? Alors, je les ai très vite fuis, et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a accepté que je les fuis, ces étiquettes. Donc, au départ, c'est quelque chose qui construit d'une façon assez
stable, je dirais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un peu cinglé et que vous avez une mère qui vous dit « Ah, mais c'est très bien mon chéri », en fait, les trucs cinglés que vous faites, vous les trouvez normales et vous êtes très heureux. Je raconte dans le livre, dans Je suis parce que nous sommes, à un moment donné, lorsque j'avais peut-être 10 ans, j'étais fasciné par les courses autour du monde. Et je voyais les Alain Colas, les Tabarly, etc., les grands navigateurs naviguer comme ça, et je voulais absolument naviguer. Donc j'ai demandé à ma mère l'autorisation de construire mon bateau. Elle m'a dit oui, bien sûr. Donc je suis allé dans le jardin, j'ai pris des petits bidons, des planches, etc., et j'ai construit mon bateau. Et alors là, je suis allé la voir, je lui ai dit voilà, il faut que je traverse l'Atlantique, ça va me prendre un certain nombre de temps, mais bien sûr, mon chéri. Oui, mais je vais être obligé de rester dans mon bateau et de dormir dans mon bateau et de manger dans mon bateau. Mais bien sûr, mon chéri. Et donc, je suis resté pendant 3 semaines dans mon bateau, dans 5 mètres carrés comme ça, à traverser mon Atlantique. Alors, j'étais pas fou. Je savais que j'étais sur de l'herbe, mais j'ai réellement traversé mon Atlantique. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, j'en ai traversé des tempêtes, j'en ai traversé des orages, des vagues qui ont failli me faire renverser. Tout ça, je l'ai vécu dans ma tête, l'imaginaire. Et cette part d'imaginaire qui est si importante pour moi, ma mère, et par la suite, dans ma vie, j'ai poursuivi, m'a autorisé à le vivre. M'a autorisé à ne pas penser que j'étais complètement cinglé. Et je pense que nous sommes beaucoup dans ce cas-là, avec un imaginaire excessivement fort, mais qui s'adapte mal à la société dans lequel on est, parce que l'imaginaire, justement, va sortir du cadre. Va nous amener à sortir du cadre, alors qu'on n'arrête pas de chercher à vous ramener dans le cadre. J'ai vu que vous aviez reçu Carlos, Carlos Tinoco, qui est un ami et qui a fait la postface du livre « Je suis parce que nous sommes ». Je suis pleinement en accord avec sa notion de récit. Nous avons tous besoin de nous raconter des histoires, de nous raccrocher à des histoires, d'une certaine manière pour nous libérer de nos angoisses. Le problème, c'est que les récits communs qui vont retirer des angoisses à la plupart des gens, pour certaines personnes, augmentent leur angoisse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de dire « bonjour, je suis expert comptable », pour la plupart des gens, voilà, c'est réglé, etc. Moi, ça me fait le geste. Je vais retirer moi aussi, ça me donne des sueurs. C'est en train de dégouliner, etc. Rien que l'étiquette, rien que le mot expert comptable, déjà j'ai du mal. Mais l'étiquette, ça me met dans des états absolument horribles. J'aime me raconter des histoires. Je suis intimement persuadé que nous aimons tous ça, en tout cas tous les gosses l'aiment. Il se trouve qu'à un moment donné, on arrête d'être un gosse parce qu'il faut être adulte, parce qu'on a des responsabilités, parce que notre principe de plaisir s'oppose au principe du plaisir des autres, donc au principe de réalité. Et à partir de ce moment-là, il va falloir un tout petit peu rentrer dans le moule. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire ça. Oui. Alors, votre mère était une sainte, oui, une sainte. J'espère qu'elle est encore parmi nous. Non, malheureusement, non. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle est. Ok. Elle est présente. Elle est très présente. Elle est présente. Je fais un aparté. D'ailleurs, je pense fondamentalement que c'est la clé de la vie, ça. Transformer nos absences en présence. Elle est absente. Et pendant longtemps, moi, je fais une digression, là, puisque le sujet le permet. J'ai eu la malchance de perdre les figures du lien les plus importantes d'une existence, à savoir le père. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un frère, j'ai perdu une sœur, j'ai perdu une petite amie qui était ma compagne, et j'ai perdu un enfant. Les 6 figures du lien. Lorsque vous perdez des gens, et que lorsque vous y pensez, ça vous met dans des états horribles,
et moi ça a été le cas, là, ma petite sœur qui s'est tuée dans un accident de voiture à 25 ans, je ne pouvais pas prononcer son prénom pendant 5 ans sans m'effondrer en larmes. Et lorsque ce qui permettait de lui redonner de la présence vous apporte une quantité de souffrance phénoménale, non seulement la personne, elle est partie, elle est morte, elle est décédée, vous l'avez perdue, mais en plus, son image vous torture. Son absence vous fait souffrir de façon considérable. Il faut chercher à transformer toutes ces absences en présence et transformer ces souffrances en joie, transformer ces douleurs en lueur, transformer ces colères en lumière. Ça, c'est ce qui me paraît fondamental. Et je dis ça parce qu'effectivement, pendant un temps, pour moi, au départ, la perte de cette mère dont vous parliez comme d'une sainte a été un drame absolu. Et j'ai réussi par le temps, par plein de choses, etc., à transformer ça, transformer son absence en présence. Et donc finalement, elle est aujourd'hui encore plus présente qu'elle ne l'a été par le passé. Et alors, c'est quoi votre recette alchimique pour arriver à faire ces transformations? Je crois que enfin, je vais reprendre dans mon parcours. J'ai effectivement fait beaucoup de musique. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire mon premier concert, puis à 18 ans, j'étais prof de guitare, et j'ai poursuivi des études de philosophie et de lettres. Et à l'âge de 22 ans, j'ai créé avec mon professeur de philo de terminale et un certain nombre d'amis de philo, de terminale et de fac de philo, on a créé une école, de la 6e à la terminale, avec l'envie, je dirais, comme Nelson Mandela, de transformer le monde, en pensant que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Et donc, cette école, on a eu d'énormes problèmes parce que, voilà, vous créez une école à 22 ans, vous n'êtes pas l'ami du préfet, ni etc. Vous faites pas des ronds de jambes à X, Y, Z et W. Et lorsque vous passez de 0 à 450 élèves en l'espace de 2 ans et demi, bah forcément, ces élèves, vous les prenez ailleurs. Et malheureusement, dans certaines écoles privées, les élèves ne sont pas des élèves, ce sont des clients et donc des petits bouts de chiffre d'affaires. Et lorsque vous prenez des élèves, en fait, à d'autres, vous prenez des petits bouts de chiffre d'affaires. Et lorsque vous prenez des petits bouts de chiffre d'affaires, vous devenez un ennemi. Et lorsque vous en prenez beaucoup, vous devenez un ennemi, une cible à abattre. Et lorsque vous avez des concurrents, entre guillemets, donc des directeurs d'écoles concurrentes ou qui se sentaient en concurrence, qui avaient des amis politiques et qui ont fait jouer leurs amis politiques et que finalement votre école ferme, vous sortez de là, et ça a été mon cas, avec une rage, une colère, une envie de tout péter, une foi qui s'effondre complètement et dans l'homme et dans les institutions. Et donc, à cette époque-là, j'ai vraiment plongé, d'autant plus que j'ai perdu énormément de gens d'un point de vue privé, dans ces figures du lien les plus importantes. J'ai perdu ces gens-là au même moment, et donc les injustices humaines que je traversais, avec les morts que j'ai subies, devenaient des injustices cosmiques. Et là... Vraiment, c'était vraiment des questions du style, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi, pour prendre tout ça, entre guillemets, sur la gueule, vous le couperez au montage. Non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'on croit à Dieu ou pas, d'ailleurs, on l'engueule. Les cas où on prend des coups sur la gueule, il prend forcément pour son grade ce cher Dieu à ce moment-là. Et donc là, il a vraiment pris pour son grade. Et comme ça a été mon cas, lorsque vous ne croyez plus en rien, tout est possible et souvent le pire. Et donc, j'ai commencé à faire vraiment des conneries.
des conneries, j'ai rencontré des gens qui m'ont embarqué dans des histoires d'escroquerie, et je me suis mis à faire des escroqueries. Il faut pas que je le dise, mais je vais pas le dire. Mais je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et c'est ça qui est le drame. C'est qu'au fait, j'ai cherché à faire rebattre mon cœur, qui était plat. Un électrocardiogramme plat. Et par l'adrénaline, par le danger, etc., j'ai eu l'impression de revenir à la vie. C'est une impression. Parce que ça n'est pas de la joie, ce que vous éprouvez dans ces cas-là. C'est un ersatz de joie. Et c'est ça ce qui est dangereux. Et c'est ça ce qui est dangereux pour beaucoup de gens hypersensibles ou surdoués, ou etc., etc. C'est que on cherche l'intensité. On cherche à ce que notre cœur se remette à battre. Et souvent, on tombe dans des choses qui nous rendent addicts, qui nous rendent accros. Parce que ce soit la drogue, l'alcool, le risque, des addictions au sexe, etc., toutes ces addictions-là ne remplissent pas. On a l'impression qu'elles remplissent, mais elles ne remplissent pas. C'est exactement comme le manque au niveau de la clope. Vous n'avez aucun manque. Vous vous mettez à fumer. Après, vous avez un manque. Donc, vous prenez une cigarette pour combler un manque que vous n'aviez pas. Et au fait, cette cigarette, c'est quoi? C'est un médicament qui vous donne envie de fumer. Donc, vous prenez quelque chose pour assouvir votre envie de fumer, qui est en fait quelque chose qui va multiplier votre envie de fumer. C'est-à-dire, c'est un truc complètement idiot. Et on fait ça partout. C'est-à-dire qu'on se crée des choses, on a l'impression que ça nous remplit, alors que ça nous vide, ça nous crée du vide. Et ça, c'est dramatique. Et moi, à cette époque-là, effectivement, j'étais vide, j'étais mort, j'ai eu l'impression de faire rebattre mon cœur et de me remplir. Mais je ne me remplissais absolument pas. D'ailleurs, la vraie joie, c'est quelque chose qui vous remplit l'âme. Mais ce genre d'ersatz de joie, c'est quelque chose qui crée une addiction. Et moi, j'ai été addict à ces escroqueries et je les ai multipliées. À un moment donné, je parlais avec une amie et je lui dis, je vais me faire prendre. Et je vais me faire prendre parce que je ne cherche pas l'argent. Je cherche le maximum de risques. Et je suis tombé. Et je suis tombé et je me suis retrouvé en prison pendant 6 mois. Et en prison pendant 6 mois, j'ai eu la chance que mon père, juste avant de mourir, quelques temps avant de mourir, vienne me voir. Et je m'étais engueulé avec lui. Je m'étais engueulé avec lui au sujet de mon fils, parce que mon fils est né avec un problème à la naissance et il a vécu 15 jours et il est décédé, etc. Et à ce moment-là, il m'avait dit de façon un peu crue que ça valait sans doute mieux pour moi qu'il ne vive pas. Il avait sans doute raison. Mais moi, à ce moment-là, le jeune père que j'étais ne pouvait pas l'entendre. Et on s'est engueulé. Et nous sommes revus en prison, c'est-à-dire qu'il est venu me voir lorsque j'étais en prison. Je me suis dit, il me fait la moindre objection, je l'envoie au siècle. Et au lieu de me faire la morale, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, je t'aime, t'es mon fils, je t'aime. Et là, je me suis dit, c'est toi le con, il est vieux, c'est à toi de changer. Et ça a été le point de départ d'une réconciliation. Une réconciliation avec moi, une réconciliation avec les autres, avec lui, avec les autres, et avec le monde. À partir de ce moment-là, j'ai dit, voilà, je change tout, je bouge tout, je réforme tout. Et dans ce mouvement-là, parce que vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez agir, et vous avez des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Là, j'avais des choses sur lesquelles je pouvais agir, qui déclenchaient ensuite des choses qui se transformaient par elles-mêmes. C'est exactement comme l'histoire du sommeil. Vous ne pouvez pas dire je vais dormir. Mais vous pouvez mettre en condition les choses pour vous mettre
à dormir, à arrêter de regarder l'ordinateur, etc., etc. Des conditions qui vous permettent de... Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je n'ai pas parce que vous me posiez la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y avait des choses qui étaient en mon pouvoir pour. Ensuite, ça s'est fait à l'intérieur de moi, les transformations. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque j'ai opéré ce mouvement-là, il m'est tombé dessus quelque chose qui a été fondamental pour la renaissance. En quelques mots, j'ai un peu tous les vices. Celui-ci, je l'ai perdu, mais à l'époque, j'étais joueur, très joueur de casino. Et j'ai énormément gagné au poker un soir. En sortant du casino, 300 mètres après, je vois quelqu'un qui me fait signe et qui visiblement est en difficulté. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, je vais m'arrêter pour lui porter secours à mon prochain, etc. Et mon prochain avait 2 copains. Ils m'ont sorti de la bagnole, ils m'ont tapé dessus, ils m'ont ouvert l'arcade sourcilière, ils m'ont envoyé à l'hôpital et je suis resté agonisant sur le bord de la route et eux faisant la fête avec l'argent que je venais de gagner. Là-dessus, je me réveille, je rentre jusqu'à ma maison, un ami me conduit à l'hôpital. À l'hôpital, ils me disent que je n'ai rien de cassé, ouf, mais que j'ai des traces bizarres dans le cerveau. Je leur demande ce que c'est, des traces bizarres dans le cerveau. Ils me disent que ça semblerait être des métastases. Et moi, je venais de perdre mon frère d'un cancer de la plèvre qui s'était terminé par des métastases au cerveau. Donc, j'étais sûr que j'allais mourir. J'étais sûr que j'allais faire comme lui. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire avant de mourir? Et cette question-là me paraît fondamentale. Cette question-là me paraît cruciale. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire sur cette terre avant de mourir? Et l'envie de remonter sur scène pour faire de la musique, ce que je n'avais pas fait depuis 20 ans, a été énorme. Je me suis dit, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Je fais un dernier concert et je peux mourir. Et lorsque les médecins m'ont dit, on s'est un petit peu trompé. C'était une blague. C'est ça, c'est une blague. T'as aimé la blague? Non, c'était pas une blague, ils se sont trompés. Donc, vous allez mourir, c'est une certitude, mais peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on avait prévu il y a quelques jours. Donc, je me suis dit, si en face de la mort, tu as eu envie de faire de la musique, alors en face de la vie, il faut que tu tiennes parole. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc là aussi, c'est pareil. Ma volonté est opérante sur quelques bribes de choses. Et lorsque votre volonté est opérante sur quelques bribes de choses, laissez-la agir. Qu'elle bosse, cette volonté, qu'elle les change, ces choses qu'elle peut changer. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Lâchez. Là, je pouvais faire quelque chose. Et j'ai décidé de le faire. Et je me suis mis à écrire. J'ai écrit, en silence, sur le papier. J'ai lâché toutes mes souffrances, tous les deuils qui n'avaient pas été faits. J'ai laissé couler mes larmes, comme je le dis dans la chanson que vous avez publiée dans votre livre. J'ai laissé couler mes larmes pour qu'elles viennent arroser mes lèvres, pour pouvoir faire refleurir mon sourire. Un sourire que j'avais perdu depuis quelques années. Donc, vous dites comment j'ai fait? Je suis absolument persuadé que la création nous est nécessaire. Elle est fondamentale. La création pour transformer, vous avez utilisé le mot alchimie. Oui,
il y a une alchimie dans la création. Transformer les douleurs, transformer les colères, transformer les haines, transformer tout ça en autre chose. Et la création, pour ça, me paraît fondamentale. Quel que soit le domaine de création. La fille, elle pose une question, le mec pendant 1h30 il parle. Pardon. Donc, quoi d'autre? Là, c'est une autre question. Que ça, avec 2 questions, on est bon. Ok, parfait. Alors, il y en aurait tant, et en même temps, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ouais, c'est bizarre ce que je raconte, mais juste vous voir être et parler, c'est suffisant en fait, en réalité. Mais pour ramener le fil un peu à ce sujet sur lequel, en tout cas, j'ai démarré la chaîne, même s'il y a des évolutions qui se font à l'intérieur de moi, parce que moi aussi, j'ai l'horripilite des étiquettes, et en même temps, ma chaîne s'appelle Les Super Sensibles, donc bon, niveau étiquette, on est bien mis. Mais voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, à propos de la sensibilité, même sans parler de ultra, hyper, supra, méga, mais c'est quoi pour vous la sensibilité? C'est l'humanité. Reliée. Sens. Hypersensibilité. Le sens, c'est ce qui nous relie au monde. Lorsqu'on est hypersensible, c'est que nous sommes hyper reliés. Et c'est ça la galère, c'est que lorsque vous êtes hyper relié, vous sentez cette nécessité d'être relié, qui n'a rien à voir avec la nécessité de ce que certains appellent des carences affectives. C'est parce que tu as une carence affective que tu as besoin d'être relié. Non, absolument pas. Il y a effectivement parfois des carences affectives qui te donnent envie de sucer le sang aux autres, et qu'il faut absolument combler cette espèce de manque incessant. Mais très souvent, il ne s'agit pas de carence affective. Il s'agit de sentir ce qui est le principe même de notre humanité. Je ne crois pas à l'hypersensibilité, au fait. Je crois à notre humanité. Et une humanité qui vit dans une société hyposensible. Donc effectivement, lorsque vous avez envie de laisser être votre humanité dans une société qui interdit l'humanité, ça pose un problème. Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque je suis sorti de prison, je raconte tout ça dans le livre Je suis parce que nous sommes. Lorsque je suis sorti de prison, j'avais un contrôle judiciaire. Chaque semaine, je devais signer un registre au commissariat. Première fois, je vois le flic pour la première fois. Bon, bonjour, machin, etc. Où est-ce que je signe là et je m'en vais. La deuxième fois, je reste 2 minutes. La troisième fois, 3. Et à chaque fois, je rallonge un peu parce que ce policier m'interpelle. Et peut-être ai-je interpellé ce policier. Et petit à petit, on en vient à nouer une relation forte, tous les deux. Au point qu'à un moment donné, je lui dis, la semaine prochaine, je ne pourrai pas signer. On me dit, exceptionnellement, je vais peut-être le faire à ta place. Et il a signé le registre pour moi. Son boulot, c'était de me garder dans le Val d'Oise, de m'empêcher de sortir du territoire, etc., etc. Et il a décidé de signer pour moi. Et il l'a fait plein de fois par la suite. Son humanité est ressortie à un endroit où elle n'a pas le droit de ressortir. Et dans nos sociétés, elle n'a plus le droit nulle part. Et c'est pour ça que lorsque vous devez appeler, vous tombez sur des trucs où il faut taper 1, taper 2, taper 3, taper 4, des disques, des machins, des trucs. Lorsque vous avez un banquier, si vous commencez à lier
de l'amitié avec le banquier, c'est dangereux. C'est pour ça que votre conseiller clientèle, il vous le change tous les 2 mois. Parce qu'il ne faut surtout pas que l'humain s'installe. À aucun endroit. Moi, je ne vois pas en quoi l'humain ne doit pas s'installer. Je vais vous dire une chose, même toutes les sociétés, toutes, au niveau du bilan comptable, les SARL, les SA, etc., au niveau du bilan comptable, l'objectif est de rémunérer le capital. Le travail est une charge, au même titre que l'électricité, le loyer, etc. Donc, au niveau de comptable, n'importe quelle entreprise a pour objectif de rémunérer le capital et le travail, c'est-à-dire l'humain, est une charge. Et en bon gestionnaire, si je veux augmenter mes marges, je vais baisser mes charges. Autrement dit, c'est dans la comptabilité elle-même que on ne doit pas tenir compte de l'humain. Qu'est-ce qui serait extraordinaire d'avoir une entreprise qui ait pour objectif la rémunération du travail et que le capital soit une charge, c'est-à-dire inverser les choses. J'espère que de mon vivant, j'apercevrai une société de ce type. Alors, dans mes délires paranoïaques dépressifs, je me dis, on est dans une merde inouïe et ça, c'est de pire en pire. Et puis, j'ai des éclats de positivité incroyables où je me dis, mais il y a un bouillonnement en ce moment. Il y a un bouillonnement de gens qui n'en peuvent plus de cette façon de fonctionner. Et bizarrement, je rencontre sur ma route de plus en plus de gens qui me semblent avoir une démarche d'une conscience qui se rapproche de ce qui, moi, me ravit. Et là, je suis dans un optimisme positif absolument incroyable. Positif. Donc, ça donnerait quoi une humanité humaine? Une humanité humaine. Humaine. Ça serait quoi le monde de rêver de Yor? Punaise, bravo. Alors, orange. J'avais plus rien à dire, donc il fallait bien que je trouve une façon de me sortir. Déjà une humanité qui n'a pas peur d'elle-même. Le maître mot, il est sans doute là. Jung le dit d'une certaine manière en parlant de, pour lui, au niveau presque vibratoire, la vibration de la peur est la vibration opposée à celle de l'amour. Et qu'effectivement, nous sommes une humanité pétrie de peur. Elle est importante. Et même grâce à cette peur, nous avons réussi à survivre. D'une certaine manière, vous comme moi, nous sommes les enfants des humains les plus peureux, parce que ceux qui l'étaient moins, ils ont été laminés. Donc d'une certaine manière, c'est ce qui a préservé notre espèce. Donc elle est importante. De la même manière que toutes les émotions dites négatives, pour moi, n'ont absolument rien de négatif. Ce sont des signaux. Le problème, c'est que nous ne savons pas quoi faire avec ces signaux et que dans nos sociétés policées, les émotions ont toujours été mises sous le tapis parce que ça fait mauvais genre. Les gens qui rient trop, qui pleurent trop, qui crient trop, etc., etc. Sauf que la plupart du temps, les gens qui rient trop, pleurent trop, hurlent trop, etc., ce sont des gens qui précisément ne se sont pas connectés à leurs émotions. Et lorsque vous n'êtes pas connecté, c'est-à-dire au niveau de l'écoute de ce que vous êtes, à un moment donné, ça explose. Et c'est cette explosion qui est réprimée. Mais cette explosion qui aussi a amené nos sociétés policées à avoir la trouille des émotions et à mettre des couvercles dessus. Ceci dit, franchement,
à mon niveau, je sais ce que ça signifie. Je veux dire par là que j'espère pas du tout être donneur de leçons, parce que je me sens tellement pas légitime à donner quelque leçon que ce soit, et lorsque quelqu'un veut m'en donner, ça me fait tellement chier que j'ai qu'une envie, c'est de faire le contraire de ce qu'il dit. Donc j'espère ne pas être donneur de leçons dans ce que je suis en train de dire. Mais justement, je suis en train de dire qu'une humanité, c'est quelqu'un qui sait faire, ce sera quelqu'un qui saura faire avec ses émotions, et moi j'ai pas su faire. Et en bon hypersensible que je suis, les injustices que j'ai vécues, le monde qui m'a déchiré, hein, comme dirait l'autre, qui égratigne certains, me déchire. Moi, il y a des choses qui peuvent égratigner, d'autres qui m'ont déchiré dans ma vie. Et puis des choses qui déchirent d'autres, qui m'ont vraiment complètement déchiré et laminé. Mais ma réaction à ça a été de me fermer, de me bloquer, de verrouiller tous les trucs à tous les niveaux. Ça, je sais aujourd'hui que c'est probablement pas ce qu'il aurait fallu que je fasse. Alors c'est peut-être aussi d'en être passé par là qui me fait avoir cette conviction-là, et que donc d'une certaine manière, c'était très bien que je l'ai fait aussi, sûrement. Mais je me rends compte à quel point, lorsqu'on est hypersensible, je vais prendre un exemple tout bête. Moi, dans le métro, c'est symbolique, hein. Dans le métro, je me sens tellement agressé. Alors oui, par ce que j'entends, parce que je suis hyperesthésique, donc il y a des choses au niveau des oreilles qui m'agressent, au niveau de la vue qui m'agressent, des odeurs qui m'agressent, etc. Il y a plein de choses qui m'agressent. Mais il y a aussi, je vais passer pour un fou pour dire ça, mais tant pis, des ondes. Moi, lorsque je rentre dans une pièce et que deux personnes se sont engueulées, je sais qu'ils se sont engueulés. Je sens. Je peux pas vous dire quoi, ni comment, etc. Mais je sens qu'il s'est passé quelque chose, qui charge. Et je ne me considère vraiment pas du tout, ni comme médium, ni comme, etc. Je pense que nous avons tous cette capacité-là, mais qu'on la bride. Et ben dans le métro, non seulement je suis agressé par les odeurs, ce que je vois, les bruits, etc., mais je suis aussi agressé par des quantités de gens qui se font chier, des quantités de gens qui souffrent, des quantités et qui émettent. Et lorsque vous les réunissez dans 10 mètres carrés, ben forcément, c'est pesant. Pour éviter ça, je me mettais un casque, des lunettes noires, des machins, des capuches, des trucs, etc. Et je me refermais complètement. Mais si vous vous mettez à regarder la personne qui est en face, à sourire, à balancer une petite connerie et à vous marrer, ce que je fais maintenant régulièrement lorsque j'ai la malchance de prendre le métro une fois de temps en temps, parce que j'habite à 850 km du premier métro. Non, de Paris, j'en ai un à 120 km à Marseille. Lorsque vous faites ça, je me suis rendu compte que je ressentais plus du tout les agressions de la même manière. C'est-à-dire lorsque vous cherchez à vous relier, au lieu de vous couper au maximum, bizarrement, les agressions ne sont plus les mêmes. Parce que le problème des casques, des masques, des boucliers, etc., c'est que si je vous fous un coup dans le bouclier, vous allez le prendre, le coup. Donc le bouclier, c'est pas si génial que ça, au fait, pour éviter le coup. Il y a quelque chose d'un petit peu mieux, c'est de se rendre compte qu'un coup n'est pas forcément porté sur vous. Et ça, c'est fabuleux. Je vais vous dire un truc, lorsque je me suis fait agresser, je me suis fait péter la gueule, donc l'arcade sourcilière ouverte, coup de barre de fer sur le crâne, etc., etc. J'ai pour ainsi dire pas eu mal. C'est très curieux ça. J'ai pour ainsi dire pas eu mal. Oui, il y a un peu de douleur, ça c'est pas super agréable d'avoir le sang qui gicle, etc. Mais j'ai pour ainsi dire pas eu mal.
Curieux pour un hypersensible. Au fait, je me rends compte que ce qui me fait le plus mal, c'est l'intention qu'a l'autre de me faire mal. Là, ils n'avaient aucune intention de me faire mal, ils avaient l'intention de me piquer mon fric. Ils ont réussi et c'était très bien. Merci, je les en remercie. Parce que finalement, ça a été un bien pour moi, cette histoire-là. Un vrai bien. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été un vrai bien. D'ailleurs, lorsqu'il vous arrive des catastrophes, et que petit à petit vous vous rendez compte que ces catastrophes, finalement, c'était un bien pour vous, vous abordez les catastrophes plus du tout sous le même angle. Et là, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, je les remercie de ce qui s'est passé. Bref, c'est un aparté. Je n'ai presque pas eu mal parce que c'est l'intention qu'a quelqu'un de me faire mal qui fait que je suis super blessé. Et c'est là où les bouddhistes sont intéressants aussi. Vous savez, cette histoire du bâton, reprenons la barre de fer. Le type, il me tape dessus avec la barre de fer. Si je prends la barre de fer et que je dis « Méchante barre de fer, tu m'as fait très très mal !» Franchement, je passe pour un con, un fou, un taré. Le mec, il en veut à la barre de fer. Il n'a pas compris que la barre de fer, elle était manipulée par quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que celui qui manipule la barre de fer est la plupart du temps, voire tout le temps, manipulé lui aussi. Et donc d'en vouloir à la personne, et si je lui dis « méchant, tu m'as tapé dessus avec ta barre de fer », j'aurais l'air moins ridicule, vous vous marrez un petit peu moins que si j'engueule la barre de fer. Et pourtant, le ridicule est presque aussi énorme. Parce que ce sont ces jalousies, ce sont ces envies, ce sont ces complexes, ce sont ces souffrances, ce sont ces choses-là qui l'amènent à me taper. Et même lorsque quelqu'un, les yeux dans les yeux, vous dites « t'es vraiment con », c'est pas vous qu'il vise. C'est pas vous qu'il vise. Donc, le jour où vous comprenez que ce qui vous fait le plus mal, c'est quand vous êtes visé, mais qu'il n'y a, au fait, pas, pour ainsi dire, aucune situation, voire aucune situation où vous êtes vraiment visé, ça signifie que vous abordez les choses de façon un peu différente. Alors, je ne dis pas que je ne souffre plus, que je suis un grand maître avec le cristal intérieur, la lumière, etc. Moi, franchement, ça me fait marrer. Les gens dans le développement personnel, mais franchement, j'aime tout le monde, hein. Mais je ne sais pas comment ils font pour pas se marrer. Et franchement, lorsque quelqu'un se marre pas, ça m'inquiète. Les gens, parce qu'il y a pire que les donneurs de leçons, il y a les donneurs de leçons qui font la gueule. C'est-à-dire que, tu vois, ils t'expliquent la vie, et quand tu les regardes, tu n'as qu'une envie, c'est de faire le contraire de ce qu'ils disent, quoi. Si vous voulez aller mieux, il va falloir faire un certain nombre de choses dans votre existence. Tu te regardes, tu te dis, mais attends, est-ce que je peux te frapper un peu juste pour voir si tu réagis ou non, tu vois. Bon, bref. Bref, lorsque vous vous rendez compte que, au fait, vous n'êtes jamais visé, vous pouvez un petit peu prendre le coup. Et moi, ça m'arrive toujours d'être blessé, etc., parce que mes cellules, etc., ça réagit au quart de poil. Mais je souffre beaucoup moins longtemps que par le passé. Beaucoup moins longtemps. Et je pense que le coup est beaucoup moins atteint. Le coup est beaucoup moins porté, donc on est beaucoup moins atteint. Mais le coup est beaucoup moins atteint. Oui, le coup lui-même. C'est toi qui es atteint, du con. Oui, parce que très souvent, franchement, nous, hypersensibles, on peut se le dire et se foutre de notre propre gueule. Très souvent, on cherche l'insulte. On prend notre moi et hop, on va
poser notre moi sur l'insulte, tu vois. C'est-à-dire, franchement, tu vois, dans la conférence, à un moment donné, je suis un conologue, donc un docteur en conologie. Le spécialiste est science des cons. Et donc, je dis, vous savez tous ce que c'est qu'un con. Un con, c'est un peu, c'est vous. Donc les gens se marrent, mais en fait, je traite le mec de con, tu vois. Et pas dans la conférence que vous avez vue, mais par la suite, je l'ai refait plusieurs fois parce que je trouvais ça très intéressant comme truc. Je suis revenu là-dessus en fin de conférence et je dis, tout à l'heure, je vous ai traité de con. Est-ce que ça vous a blessé? La personne me dit, non, pas du tout. Je dis, mais pourquoi? Grosso modo, il me répond à chaque fois que c'est du jeu, que c'est pour de faux, que c'est semblant, etc. Et oui, effectivement, je ne les visais pas. Mais au fait, dans toute situation, si on commence à comprendre qu'on ne les vise pas, eh bien, qu'on n'est pas visé, ça change tout. Et grosso modo, ça fait vraiment ça. C'est-à-dire, je prends mon moi et je le mets là. Parce que je vois l'insulte arriver. Et donc, finalement, je me blesse tout seul. Et que lorsqu'on apprend que toutes ces choses de ce moi-là, on peut les évacuer. Au fait, ce sont nos identifications. Et là, je reviens au début de la conférence. Ce sont nos identifications qui font que nous sommes blessables ou blessés. Si je chante pour mon plaisir et que je m'amuse beaucoup à chanter, je suis très présent dans mon chant. Mais si on m'annonce que j'ai un cancer, que finalement j'ai pas de cancer, que je décide de faire ce que j'aime et ce que j'aime c'est le chant, et que ma définition c'est le chant, et que je deviens chanteur, et que je me prends pour un chanteur, et que quand on se prend pour un chanteur, on se prend pour un grand chanteur, et que quelqu'un me dit qu'il n'aime pas ma voix, d'un seul coup, je vais être super blessé. Alors que si il y a 10 ans vous me disiez j'aime pas ta voix, je m'en fous, je chante sous ma douche, je t'emmerde, tu vois, je chante, etc. J'augmente en moi ma joie en chantant, j'augmente en moi ma présence en chantant. Mais si je me définis comme chanteur, je vais chercher à l'extérieur du chant la raison pour laquelle je vais chanter. Parce que je vais chanter pour te plaire, je vais chanter pour te séduire, je vais chanter pour être connu, je vais chanter pour la gloire, je vais chanter pour les honneurs, je vais chanter pour l'argent, je vais chanter pour un certain nombre de choses qui sont à l'extérieur du chant et qui me définissent. Voilà la fameuse identification. Donc lorsque maintenant on me dit que je chante comme une brêle, je préférerais qu'on me dise comme un brêle, donc que je chante comme une... Je chante comme une brêle, je suis super blessé. C'est curieux. Pourquoi est-ce que je suis blessé à ce moment-là? Parce que j'ai foutu énormément de choses là-dedans, ici, dans ce moi qui est à l'extérieur de moi, qui n'est pas moi. Parce que ce que je suis vraiment, c'est la joie que j'ai lorsque je chante. Ça, c'est vraiment ce que je suis. Donc lorsque tout à l'heure vous me dites vous êtes qui êtes-vous, etc., j'avais envie de vous dire je suis la joie. Sauf que là, à ce moment-là, je pense que tout le monde me prend pour un fou. Je suis la joie incarnée, etc. Non. Mais effectivement, je considère que ce que je suis, c'est tout ce qui augmente ma joie. Voilà. Et tout ce qui la limite, tout ce qui la réfrène, tout ce qui la fait tomber par terre, tout ce qui fait que ma joie se casse la gueule, j'ai envie d'y faire attention. Et effectivement, toutes nos identifications sont souvent des choses qui font se casser la gueule à notre joie.
Oh, grand maître. Ouais, c'est ça. Alors, le nouveau truc, c'est d'avoir une orange sur le front. Et vous vous baladez avec une orange sur le front, vous la faites attacher comme vous voulez. Et ça, c'est le signe De l'illumination. de l'illumination. Ah. Alors, j'ai une envie, donc je la partage. J'aimerais beaucoup vous demander si vous voulez bien chanter un peu. Ouais. Oui. Merci. J'étais avec un ami, c'est le prototype du mec que vous allez voir quand vous allez pas bien. Et en fait, même pour son père, c'est lui qui il cherchait tout le temps à ce que son père aille bien et donc à faire tout ce qu'il faut pour son père, avec sa mère, avec sa petite amie, avec ses copains, ses machins, etc. Et à un moment donné, je le vois, il s'effondre complètement en larmes. Et il me raconte les trucs, je me dis, mais je dis, pourquoi il se met autant de pression? Mais qui lui demande de se foutre autant de pression sur la gueule? Et je le regarde comme ça, je dis, mais putain, mais fous-toi la paix, quoi. Et j'ai vu l'impact du mot là-dessus. Je suis rentré chez moi, je lui ai écrit cette chanson. Pourquoi désir, tu plairas à tout le monde? Interroge-toi rien qu'une seconde pour tous. Tu veux être idéal et tu te lisses. Tu te rends normal, tu te tords alors à tort, dans tous les sens, parce que tu as peur à mort de ce que les gens pensent partout. Au travail, en famille, en amour, tu veux donner de toi une belle image, toujours. Fous-toi la paix, 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 hey, fous-toi la paix, fous-toi la paix. Tu te nies, te dénies, te renies, ça te renie, ça t'épanouit, tu étouffes au fin fond de ta cage thoracique, tu te réveilleras en nage, car jamais au sérieux tu n'accordes une trêve. Ne prends pas ta réalité pour des rêves, tu oublies que l'âme descend du songe. Garde tes pieds sur l'air et ris de tes mensonges. Fous-toi la paix, 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 hey, fous-toi la paix, fous-toi la paix. Jamais tu dévies pas envie dans ta vie, ton chemin à toi l'as-tu vraiment choisi sans arrêt? Tu te mets la pression, mais j'ai bien l'impression que tu es en dépression. Tu t'interdis de sortir du sillon, mais qui vit sans folie n'a pas toute sa raison. À force d'écouter tous ces bruits dans ta tête, tu ne peux qu'exploser. Un petit conseil, arrête. Fous-toi la paix, fous-toi la paix, fous-toi la paix. Fous-toi la paix, fous-toi la paix, fous-toi la paix, fous-toi la paix. Et là, en fait, vous entendez tous les gens derrière qui font... Et je mets mon petit moi devant et je dis mais on se connaissait pas et il m'a écrit cette chanson. C'est la magie oui, je pense que alors depuis ça fait 6 ou 7 ans que je l'ai écrite la chanson. Depuis j'ai eu effectivement beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans.
Parce qu'on est beaucoup à pas se foutre la paix. Moi, si je l'ai pensé sur lui, c'est que je le pense, c'est que je le sens moi. Je sais que sur plein de trucs, je ne me foutais fondamentalement pas la paix. Et lorsque vous êtes hypersensible, vous vous foutez forcément pas la paix parce que vous êtes tellement en lien avec l'autre que la souffrance de l'autre vous pose problème, vous touche, vous bouleverse. Donc vous pouvez pas n'en avoir rien à foutre. C'est chouette, d'une certaine manière, d'en avoir rien à foutre. De pouvoir baiser les autres sans problème, etc., etc. Sauf que, et ça je suis convaincu de ça, ça revient forcément dans la gueule des gens qui se coupent des autres, parce qu'il faut se couper des autres pour arnaquer, comme je l'ai fait, je sais ce dont je parle, c'est ce que je disais tout à l'heure, je me suis coupé des autres au point d'arnaquer. Aujourd'hui, c'est presque incompréhensible pour moi. Tellement je pourrais dire, ah, mais c'est pas moi. Si, c'est moi. Ça fait partie de moi. J'ai ça en moi. Et nous avons tous ça en nous. C'est pour ça que les distinctions hypersensibles, manipulateurs, pervers, narcissiques, attention, les manipulateurs, pervers, narcissiques peuvent vous tomber dessus, etc., etc. À la fois, j'entends ces discours-là, et d'un autre côté, je les entends pas du tout. Parce que nous pouvons être abjects. Tout hypersensible que nous sommes, nous pouvons être abjects avec les autres. Lorsqu'on se coupe, et on le voit d'ailleurs dans certaines situations où à un moment donné, on ferme complètement et on est capable de méchanceté à l'égard des autres, parce qu'on casse le lien, on coupe le lien. Le lien qui est pour moi absolument fondamental, c'est la base de tout. C'est l'histoire du « je suis parce que nous sommes ». Je travaillais pour la ville de Sarcelles et il y a 120 ethnies qui sont représentées, donc énormément de mondes, de cultures différentes, de religions différentes, etc. Donc la notion de vivre ensemble est très importante. Et ils voulaient créer du lien. Donc j'allais dans les maisons de quartier rencontrer des gens et j'ai fait monter énormément de monde avec moi, 120 personnes sur scène pour chanter les 3 dernières chansons. Ils ont trouvé ça super. L'année d'après, ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'écrire une chanson parce qu'ils allaient faire un tournoi de foot où il y aurait 750 enfants qui seraient réunis et ils voulaient qu'à la fin du tournoi, avant la remise des coupes, les enfants chantent une chanson qui porte haut les couleurs de solidarité et de partage. J'ai dit « I am your man ». Quel accent. La grande classe. Oui, donc, je suis votre homme. Et oui, parce que ça me plaisait fondamentalement, ça. Et je cherchais de l'inspiration. Et synchronicité ou pas, hasard pur ou non, une copine à ce moment-là m'envoie un conte qui se passe en Afrique du Sud, où un anthropologue aperçoit un groupe d'enfants, il leur dit « Hey, les enfants, venez !» Vous allez courir jusqu'à l'arbre là-bas, d'ailleurs il est là. Le premier qui touche l'arbre gagne toute la corbeille de fruits. Et tu vois tous les gosses qui se mettent à marcher, main dans la main, pour aller toucher l'arbre tous en même temps. Et lorsque l'anthropologue surpris dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Un des plus petits se lève avec fierté et dit « Ubuntu ». Il dit « C'est quoi Ubuntu ?» Il dit « Chez nous, chez l'Exosal, Ubuntu, c'est notre philosophie. Ça veut dire « je suis ». Parce que nous sommes. Ça me sert à quoi, moi, de manger tous les fruits si mes frères sont affamés? Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes ». J'ai fait un spectacle qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes », un livre qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes », une orange qui s'appelle « Je suis parce que nous sommes », etc. Parce qu'effectivement, cette notion de lien me paraît fondamentale. Et le fait de se sentir relié me paraît fondamental.
Mais le fait aussi, et ça je l'ai traversé, qu'à un moment donné, on puisse ne se sentir relié avec rien. C'est ça, le vrai malheur de notre humanité, le vrai danger, ne plus se sentir relié avec rien. Et moi, j'ai traversé ça. Donc, le maître gourou que je suis te dira, si tu ne te sens plus relié, essaye un petit peu de faire un petit effort pour te reconnecter avec tes autres. Parce que c'est important. C'est très important. Oula. C'était un message divin. Merci, merci Yor. Est-ce qu'on se dit que c'est le... Oh mon Dieu, désolée. Voilà, c'est le message divin. Et si on se disait que vous aviez justement ce que vous n'aimez pas du tout faire, donner des conseils, montrer la voie, etc. Mais j'entends, et si vous aviez un truc à partager avec ces gens qui ont une grande sensibilité, hypersensibles, et je parle surtout pour ceux qui sont coupés d'eux-mêmes, parce que ça me touche particulièrement. Moi, je pense que ça touche beaucoup de gens qui ont été extrêmement sensibles, qui le sont probablement encore, mais qu'à un moment donné, il y a une cassure pour pouvoir continuer à exister, ou il y a la cassure au moment où on sort de chez soi pour aller vers le monde, et puis on essaie de redevenir un peu soi en revenant, peu importe. Donc dans ces allers-retours, pour essayer de rester en lien, de ne pas se couper, avec la peur de rentrer en lien, bon bref, je ne vous la raconte pas. Qu'est-ce que vous auriez à partager, à dire, un mot, une phrase, un quelque chose, un geste? Ça va être le titre de mon prochain livre. Vous allez le spoiler? Pardon? Vous allez le spoiler? Ouais. Yes. On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie. Ça veut dire que quels que soient les deuils, quels que soient les écueils de la vie, une nouvelle joie est toujours possible. Ça, je suis absolument convaincu de ça. Donc, lorsque je vous disais, on passe au-dessus, on est en fin de rencontre, on peut passer au-dessus maintenant. Lorsque je te disais tout à l'heure que je n'aimais pas les donneurs de leçons, je dis ça parce que je trouve ça toujours suspect. J'ai passé une soirée avec un type qui, on était dans une soirée, il y a quelqu'un qui m'a collé pendant toute la soirée pour me parler de Jésus. À un moment donné, je dis, mais pourquoi est-ce que pourquoi autant de Jésus dans la soirée? Et le type a été d'une sincérité absolument dingue. Il m'a dit, j'ai besoin que tu y crois pour affermir ma foi. Et franchement, il y a énormément de gens qui viennent te donner des leçons parce qu'ils ont besoin de se la donner à eux-mêmes. Et ça, c'est ça qui est pénible. Un non-fumeur va pas venir te faire chier pour que tu arrêtes de fumer. Mais un mec qui vient d'arrêter de fumer, qu'est-ce qu'il est chiant? Parce qu'il a besoin de suivre ce qu'il est en train de faire pour le conforter dans la route qu'il est en train de prendre. Ça, c'est chiantissime. C'est pour ça que je déteste les donneurs de leçons. C'est pas qu'en soi, une leçon, ce soit pas bien. C'est chouette. Il y a des gens qui ont pris un mur sur la gueule. S'ils veulent t'empêcher de prendre le mur, c'est pas mal. Sauf que la plupart du temps, il faut que tu te le prennes, le mur dans la gueule. Donc ça sert pas à grand chose. Mais ce qui est sûr, voilà, moi j'ai pas de chemin à donner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un. Ça, c'est sûr. J'ai pas à t'indiquer un chemin. Mais je sais qu'il y en a un. Putain, cherche-le. Ça vaut le coup. Parce que cette vie, elle est sacrément belle. Merci.
Merci, Yor. Je n'ai pas de commentaires parce que voilà. Commentaires. En tout cas, merci, Yor. C'était un vrai régal de vivre cet échange avec toi. Et je te souhaite tout le meilleur pour les prochains événements et avènements. Et je rappelle voilà, que tu es l'auteur de ce livre magnifique, Je suis parce que nous sommes, aux éditions Ipagination. Préfacé par Saverio, Tomasella, et postfacé, je ne sais pas si ça se dit, par Carlos Tinoco. Carlos Tinoco, voilà. Donc, à ne pas manquer, mais plutôt à se presser, s'empresser d'aller découvrir, parce que c'est plein de vie, d'émotions et tous ces récits dont tu nous as partagé certains qui sont dans ton livre. Avec plaisir.